s'est engagé à ne pas participer aux élections. La Constitution a été suspendue, sauf en ce qui concerne le droit de manifester. Il y a eu une adhésion populaire, Monsieur le Président, à la prise du pouvoir. Tout le monde était content. Parce qu'on a vu au capitaine Moussa Dadis Camara, un libérateur, quelqu'un qui aurait pu, s'il avait été honnête et sincère, conduire ce pays vers le développement, vers des élections libres et transparentes. Mais Monsieur le Président, parmi ironie du sort, parmi ceux qui ont applaudi le capitaine Dadis, parmi ceux qui ont parlé du capitaine Dadis, il faudrait qu'il rectifie son langage. Il n'a pas le droit de me dire sincère et honnête. Il a raison. C'est bon, calmez-vous. Asseyez-vous. Il a raison, hein? Il a franchement raison. Monsieur le Président, voilà. Je suis quand même surpris que l'accusé m'interrompt pendant ma plaidoirie. Oui, bon, ça c'est pourquoi je vous ai dit depuis hier, il y a des termes qu'il faut vraiment éviter. Il y a des termes qu'il faut éviter. En parlant de lui, si vous dites s'il avait été honnête et sincère, voilà. Donc il a raison de s'offusquer. Voilà. Monsieur le Président, je respecte l'autorité de votre tribunal, mais je voudrais quand même continuer. Il y a beaucoup de respect pour le tribunal et les accusés ici présents. Voilà, donc évitez des termes comme ça. Évitez des termes comme ça si vous ne voulez pas que vous soyez interrompu. S'il vous plaît. Alors, Monsieur le Président, il y a eu d'adhésion populaire, comme je le disais tantôt. Toute la population est sortie acclamer le capitaine Dadis. Moi y compris. Ironie du sort, Monsieur le Président, ceux qui ont applaudi ce jour-là pour l'avènement du CNDD au pouvoir, beaucoup y laisseront la peau au stade. Plusieurs femmes qui sont sorties, étaler leur pagne sur la rue pour acclamer ce nouveau régime, seront violées au stade. Des gens vont disparaître parce que le CNDD a décidé de confisquer le pouvoir. C'est l'ironie du sort. On l'a tous soutenu, Monsieur le Président. Monsieur le Président, après l'euphorie, vient très rapidement la désolation, les intimidations, le désenchantement dans la conduite de la transition. Parce que la parole qui avait été donnée n'a pas été respectée, Monsieur le Président. On assiste à des braquages des citoyens dans les rues de la capitale, de défense et de sécurité. Une justice parallèle est installée au camp. Sont critiqués. Des magistrats sont embastillés. Des magistrats sont menacés dans l'exercice de fonction. Cela nous a conduit pour avoir acclamé de bonne foi un régime militaire. Les velléités de confiscation, ces velléités ont commencé le lendemain de la prise du pouvoir par le CNDD, parce que c'était un plan qui avait été suffisamment orchestré par ses membres. Ces velléités de confiscation, Monsieur le Président, se traduiront d'abord à partir de janvier 2009. La question de la candidature du président Dadis va se poser. Des mouvements de soutien vont être créés par-ci par-là. Des démagogues vont être recrutés pour faire l'apologie du CNDD. De l'argent va être distribué à flot pour que ces démagogues-là puissent chanter les louanges du président Dadis. Voilà la réalité guinéenne. Des slogans vont apparaître, font leur apparition. Dadis doit rester, Dadis ou la mort, Monsieur le Président. Et cela est tenu par des hauts responsables du CNDD. Les Dadis shows vont commencer. Devant notre petit écran, naïvement, on acclamait, pendant que des citoyens, des responsables politiques, pendant que des cadres de ce pays sont en train d'être insultés, ils sont en train d'être humiliés à la télévision, Monsieur le Président. Pour renforcer son pouvoir, un recrutement va être ordonné. À Kalea, ça j'en parlerai. À Kalea, Monsieur le Président, des hommes d'affaires sont enlevés. 8000 hommes sont en passe d'être recrutés et formés au camp d'entraînement de Kalea. Monsieur le Président,
pour boucler la boucle, en mars 2009, un carnaval géant, un meeting géant au stade du 28 septembre pour soutenir le président Dadis. Toutes les forces de sécurité sont venues encadrer les manifestants, parce que cette fois-ci, c'était les bons manifestants. Puisqu'ils manifestaient pour le pouvoir, ils sont des bons manifestants, Monsieur le Président. Mais face à cette situation, puisque le peuple de Guinée est un peuple vaillant, il a commencé à s'organiser, les partis politiques, la société civile. Tout le monde s'est mobilisé pour faire barrage et échec au CNDD, Monsieur le Président. Voilà le contexte qui prévalait avant le jour fatidique. Voilà, Monsieur le Président, le contexte de l'époque. Un appel à manifester pour aller plus vite, à manifester, a été lancé. La Constitution, bien que suspendue, Monsieur le Président, celui-ci, à l'exception du titre H, celui-ci mentionne les libertés et droits fondamentaux des citoyens, en particulier la liberté d'expression et d'opinion. Cette partie de la Constitution n'étant pas suspendue, les forces vives se sont réunies et ont décidé d'organiser une manifestation. Puisque dans la loi, c'était une procédure déclarative, une déclaration a été faite à la commune, mais quelle a été la réponse du maire de la commune de Dixine où devait se tenir le meeting? C'est un refus, sous prétexte que le stade ne relève pas de sa juridiction. Et c'est au tour du ministre des Sports de dire que le stade est réservé, sera fermé parce qu'il y a un match officiel de la Guinée. Le MATD prend un arrêté interdisant toute marche. Le gouvernement, en désespoir de cause et de mauvaise foi, déclare le 28 septembre férié. Monsieur le Président, pendant ce temps, les forces vives s'organisaient, des réunions se tenaient. Et il y a même un comité chargé de la sécurité. Des jeunes ont été recrutés pour encadrer la marche, pour s'assurer que chaque citoyen qui manifeste ne soit pas armé, même d'un simple caillou. Cette commission a été mise en place, des jeunes ont été recrutés. Ils avaient des tenues spécifiques pour dire que c'est eux qui encadraient la marche. Mais l'obligation du gouvernement, c'était aussi d'encadrer la marche. Alors, pendant tout ce temps, le CNDD est resté insensible et sourd aux revendications légitimes du peuple. Et, Monsieur le Président, les sages, les religieux sont intervenus. Il suffisait juste pour le capitaine Dadis de dire à la télévision nationale, de clarifier sa position, pour dire « Je ne serai pas candidat, je respecterai ma parole ». Et cette manifestation n'aurait jamais eu lieu. Et jusqu'à la dernière minute, les patriotes, les citoyens de la Guinée espéraient un sursaut du capitaine Dadis pour indiquer clairement à la face du monde, puisque le problème fondamental, c'était sa prochaine candidature, s'il indiquait le 27 septembre, la nuit, même à 0 heure, qu'il ne se présentait pas, il n'y aurait pas eu de manifestation, Monsieur le Président. Mais il est resté dans sa logique parce qu'il avait un plan. Et c'est à 1 h du matin qu'il appelle M. Sidi Touré pour dire « Vous devez reporter votre manifestation ». Mais Monsieur le Président, comment M. Sidi Touré aurait pu... À l'époque, l'Internet n'était pas aussi libéré. Il n'y avait pas aussi de connexion. Les gens n'étaient pas connectés comme aujourd'hui. Si c'était aujourd'hui, peut-être que M. Sidi Touré aurait pu envoyer un simple tweet pour que tous les manifestants sachent que la marche est reportée. Et quelle était la raison? Mais il ne pouvait pas. Donc, il y a eu échec des négociations. Alors, Monsieur le Président, la confrontation tant redoutée était en passe de se réaliser. Et qui étaient les protagonistes, Monsieur le Président? Il y a d'un côté le peuple souverain, détenteur de toute la souveraineté, d'un côté. De l'autre, il y a la junte qui était devenue illégitime, parce qu'elle n'avait plus le soutien et l'adhésion populaire. Donc, c'était les deux protagonistes. Ensuite, quelles étaient les armes de chaque camp? Le camp du peuple, quelles étaient les armes à leur disposition? Il y a le stylo du côté du peuple, il y a les pancartes, il y a les banderoles. C'était ça, les armes du peuple.
De l'autre côté, Monsieur le Président, la junte illégitime avait les chars, avait les blindés, avait les kalachnikovs, avait toutes sortes d'armes, et même des hélicoptères. Mais, Monsieur le Président, dans la marche d'un peuple face à son histoire, un peuple ne peut pas reculer. Donc, la confrontation était inévitable. Parce qu'il était hors de question, Monsieur le Président, que les forces vives se laissent piétiner par cette junte militaire. Alors, ce qui était redouté était sur le point d'arriver. Voilà maintenant, Monsieur le Président, ce qui nous a conduit au 28 septembre. Le jour de la manifestation. D'abord, avant la manifestation, Monsieur le Président, des milliers d'hommes, gendarmes et policiers ont été mobilisés. Ce qui est tout à fait normal, parce qu'il fallait maintenir l'ordre. Mais dans quel sens? Quel est le sens du maintien d'ordre? Est-ce que c'est la répression? Non. C'était la seule chose que ces forces devaient faire, c'était l'encadrement. Monsieur le Président, des milliers d'hommes. Le général est venu ici expliquer les modes, les réunions qui se sont tenues, justement dans le cadre de ce maintien d'ordre. Monsieur le Président, à 5 h du matin déjà, il y avait plusieurs barrages qui avaient été érigés, des dispositifs qui avaient été érigés. Mais dès 6 h, les incidents ont commencé. Parce que le peuple avait le droit de manifester et il fallait à tout prix empêcher les regroupements dans les différents quartiers. Aux abords du stade, que ce soit à Hamdallah et Donka, Fondis, des accrochages ont lieu. Aux abords du stade, une personne est tuée par des gendarmes, par les services spéciaux du colonel Tchéboro en présence de leur commandant. Ça, c'est avéré. Ça, c'était à 6 h du matin. Il vous a dit ici à la barre qu'il est arrivé très tôt au stade. Il a raison. Mais c'est devant lui que cette personne a été tuée. Ensuite, à la Bellevue, Monsieur le Président, vous savez, le meeting n'a jamais été prévu à l'entrée du stade. C'était sur l'esplanade du stade. C'était l'objectif qui avait été assigné aux organisateurs. Mais comment organiser, comment trouver le moyen de communiquer? Il y avait un camion qui avait été chargé du matériel sonore. Ce camion devait venir se garer sur l'esplanade du palais. C'est une remorque. Cette remorque devait stationner à l'entrée du stade pour permettre aux leaders, une fois arrivés sur les lieux, de s'adresser à leurs militants. Mais qu'est-ce que les gendarmes, les services spéciaux ont fait? Ils ont saccagé ce camion. Ils ont détruit le matériel sonore. Voilà pourquoi, comme je le développerai plus tard, voilà les prémices du guet-apens qui a été organisé. Parce qu'il fallait empêcher que ces instruments sonores-là ne soient conduits au stade. Parce qu'il fallait absolument tout faire pour que les manifestants rentrent dans le stade. Parce qu'il est plus facile de les abattre. Parce que l'étau, resserrer l'étau, c'était plus facile quand ils sont dans un endroit clos. J'y reviendrai, Monsieur le Président. Alors, il y a l'attaque du commissariat de Bellevue qui servira plus tard de prétexte pour le président Dadis pour justifier que les manifestants se sont entretués. J'y reviendrai. Mais, Monsieur le Président, c'est une foule immense. C'est des milliers de personnes qui sont descendues dans la rue. Donc, à chaque carrefour, les dispositifs sont déboulonnés, un à un. 2 personnes encore sont tuées à la Bellevue par les services du colonel Tchéboro. L'omniprésence du colonel Tchéboro, Monsieur le Président, des menaces de toutes sortes. J'y reviendrai aussi. Monsieur le Président, Monsieur Tchéboro a tenté par tous les moyens pour dissuader les leaders, pour empêcher les regroupements. Il est passé par tous les moyens, mais il a échoué. Parce que la cause était tellement importante qu'il était hors de question qu'elle soit abandonnée. La foule était immense. Et qu'est-ce que le colonel Tchéboro fait? Puisqu'il était déjà au courant du plan qui avait été orchestré plusieurs jours, il a ordonné l'ouverture du stade. Voilà comment les manifestants se sont retrouvés au stade. D'abord, on détruit le matériel sonore et ensuite, puisqu'ils sont nombreux sur l'esplanade du stade,
il fallait tout faire pour qu'il rentre dans le stade. Il rentre dans le stade, Monsieur le Président. Arrivé à l'intérieur du stade, cela a été considéré comme une victoire. Et c'était une victoire. Parce que sur le chemin qui a mené au stade, plusieurs personnes sont tombées. Mais il ne fallait pas s'arrêter. Parce que la marche du peuple ne peut pas s'arrêter parce que une ou deux personnes sont tombées. C'est sur le champ d'honneur. Cette foule est rentrée au stade. Les chants, les danses se mêlaient aux prières. Les gens priaient sur la pelouse, Monsieur le Président, honorable assesseur. C'est alors que l'attaque a commencé. Et là, il est important de situer le stade. Le stade, Monsieur le Président, il y a d'abord la rentrée principale, il y a l'enceinte du stade qui est vaste. Ensuite, il y a le stade annexe. Il y a les vestiaires. Il y a maintenant le grand stade où il y a la pelouse. Parce que c'est important de le dire. Il y a une grande cour, le terrain de basket, une annexe. Il y a deux entrées principales. Une entrée sur chaque tribune, plusieurs portes qui mènent au gradin. Et des accès qui mènent sur le pont de Médina. C'est important de camper ça. Quand je reviendrai sur la dynamique de l'attaque, vous comprendrez, Monsieur le Président, honorable assesseur. Et pour mener cette attaque, une synchronisation extraordinaire a été mise en place. Elle est scientifique, Monsieur le Président, parce qu'il fallait faire le maximum de victimes. En quoi consistait cette synchronisation? D'abord, la police, la CMS et les gendarmes ont lancé des gaz à l'intérieur du stade, où il y a au moins 50 000 personnes. Ensuite, c'est l'entrée des bérets rouges. Puisque, dès lors qu'on a lancé les gaz lacrymogènes, il y avait la panique. Les gens couraient par-ci, par-là. D'abord, ils avaient pensé que c'était la blague. Ensuite, ils se sont rendus compte que c'était une réalité. Il y a eu une forte bousculade. Mais avant cette lancée, et simultanément d'ailleurs, des gens qui avaient été infiltrés ont barricadé les portes. Toutes les issues ont été fermées, à l'exception de quelques-unes qui serviront plus tard de fenêtres de tir. Monsieur le Président, la grande sortie, quand il y a eu ces gaz lacrymogènes, Monsieur le Président, tout le monde s'est rué vers la porte principale parce qu'il fallait sortir à tout prix. Les gens se sont bousculés. Vous avez écouté une partie civile ici, elle vous a dit, on est venu se serrer à la porte, personne ne pouvait respirer. J'ai senti mes côtes se briser. Les gens sont tombés les uns sur les autres. Puisque cela ne marchait pas, Monsieur le Président, ils ont commencé à chercher un à un les issues. Mais Monsieur le Président, c'était fatal. C'est là que les bérets rouges rentrent en cercle, comme dans un combat. Et ont commencé à vider leurs chargeurs. Des PMAK. Ils ont commencé à vider leurs chargeurs sur les manifestants de façon horizontale. Vous avez entendu, on a suivi la vidéo ici. On entend les crépitements des balles en direction des manifestants. Comme si ils étaient dans un combat. Ça, c'est le rôle des bérets rouges. Les gendarmes lancent le gaz, créent la panique. Les bérets rouges entrent, se mettent en cercle, arrosent la foule. Et en troisième lieu, Monsieur le Président, les miliciens, armés de couteaux, qui avaient déjà barricadé les issues, se mettent à poignarder ceux qui survivaient. Parce que ceux que les balles ne pouvaient pas atteindre et qui avaient la chance de s'extirper de cet endroit étaient pourchassés et achevés par ceux qui avaient des couteaux. Ils étaient habillés en Chelsea. On en a parlé. 2 cars ont été conduits au stade. On reviendra sur ça, Monsieur le Président. Les issues sont bloquées. Et les bérets sont postés à chaque issue. Et vient maintenant l'impensable. L'impensable, Monsieur le Président. Les viols. Là, c'est le summum de la barbarie. On n'était pas habitué à ça. Derrière les vestiaires, Monsieur le Président, les bérets rouges ont commencé à rafler les femmes, à posséder, à les utiliser. Je suis peiné quand je parle de ça. Des viols collectifs, une femme, 2 hommes, 3 hommes. On nous a dit ici que c'était impossible, Monsieur le Président. Vous voyez-vous,
c'est encore réveiller la plaie. C'est comme si ces femmes étaient perpétuellement violées. Parce qu'après avoir subi ce tact, on est en train de le nier. Monsieur le Président, cette synchronisation des assassins au stade, c'est une véritable chasse à l'homme. Et je vais faire un parallèle à ce qu'on appelle la battue. Je pense que tout le monde ici sait ce qu'on appelle la battue, Monsieur le Président. C'est un événement qui a lieu en campagne, où des chasseurs se regroupent, s'organisent pour tuer au maximum des animaux. C'est ce qu'on appelle la battue. Ça y ressemble fortement, Monsieur le Président, parce que le mode opératoire est le même si la finalité est différente. Au stade, Monsieur le Président, comme je l'ai décrit tout de suite, c'est le même mode opératoire. Dans une battue, les chasseurs se regroupent, ils recrutent, ils cherchent des armes, ils créent presque un enclos, ils sont avec des chiens, ils crient. Quand les animaux sont regroupés, ils cherchent à s'échapper, c'est là qu'ils s'entendent comment les abattre. C'est ça, il y a une synchronisation entre les chasseurs, entre les chiens et ceux qui crient, qui font comme des rabatteurs. Ils essaient de crier pour que les animaux se regroupent en un seul endroit pour être plus efficaces. C'est le même opérateur qui a été opéré au stade. Mais c'est le chasseur, Monsieur le Président. Lui ne chasse pas pour chasser. Il ne chasse pas pour chasser. Il chasse pour un but bien déterminé. Il chasse parce qu'il a besoin de la viande. Il a besoin que sa famille se nourrisse. Mais au stade du 28 septembre, Monsieur le Président, ils ont tué pour tuer. Qu'est-ce qu'ils allaient faire de ces corps? Le chasseur, quand il tue, il prend la viande, il l'envoie chez lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps, Monsieur le Président? Ils ont jeté, parce qu'ils ne pouvaient pas les consommer. Si ces assassins avaient la possibilité de consommer la chair humaine, ils l'auraient fait. Certains corps ont servi de rite satanique. Joly l'a dit ici, Monsieur le Président, c'est affreux. C'est le même système. Alors, Monsieur le Président, des viols sont commis par dizaines. Des agressions, des arrestations, des dizaines de manifestants conduits dans nos différents camps. Comme si les camps étaient des lieux de détention légaux. Un camp n'est pas un lieu de détention légal, Monsieur le Président. Nous avons les gendarmes et les polices. Même si ces manifestants, par ailleurs, avaient violé une quelconque loi, on n'avait pas le droit de les arrêter pour les envoyer dans les camps. Je reviendrai aussi sur cette question. Et pire, Monsieur le Président, après les viols, d'autres femmes ont été enlevées et maintenues en esclavage pendant des jours. Pendant des jours. Monsieur le Président, pendant des heures alors, dans cette ambiance apocalyptique, Monsieur le Président, c'était Armageddon. Les bérets rouges ont déchaîné les enfers sur des citoyens sans défense. Cela ne doit pas rester impuni, Monsieur le Président. Venons-en maintenant à l'attaque des leaders. Parce que quand les simples citoyens, entre guillemets, sont attaqués, certains ont estimé qu'il était possible de se sauver s'ils étaient à côté de leurs leaders. Mais Monsieur le Président, c'était peine perdue. Ils se trompaient. En réalité, ces leaders aussi étaient la cible de ceux qui étaient venus les tuer. La preuve, c'est Ludaleng a échappé de peu. Parce que Sankara Kaba, le chauffeur du président ici présent, président Dadis, a voulu tirer sur lui. Il a vu ça parce qu'il avait un de ses gardes, une de ses gardes rapprochés du nom de Silla, qui est venu s'interposer. Il a été battu, des côtes brisées par les bérets rouges, Monsieur le Président, notamment Marcel qui le conduisait. Vous avez suivi tout le débat ici, comment sa garde rapprochée a pu l'extirper de cet endroit. Il y a également Sidia Touré, qui a reçu un coup, plusieurs fois des coups sur la tête, assénés par M. Marcel Guilabouki. Monsieur le Président, parlant de Fall aussi, il a été agressé. Docteur Keita,
Dr Keïta est venu expliquer comment sa femme a été agressée et comment, Monsieur le Président, elle a sollicité de l'aide au colonel Thiebourou. Agressée par des personnes, battue, presque à l'agonie, et s'est agrippée sur le pied du colonel Thiebourou. Quelle a été sa réponse? Il a rejeté. Et le béret rouge qui le conduit, le béret rouge qui assure sa sécurité, a giflé Mme Keïta. Il a dit ici. Monsieur le Président, mais comment peut-on aujourd'hui, avec tous ces faits, venir s'arrêter à cette barre, nous réclamer des preuves, ou alors dire il n'y a pas eu de viol, il n'y a pas eu ceci et cela, c'est des images importées d'ailleurs. Monsieur le Président, je crois quand même qu'on est tous humains. Monsieur le Président, pour finir sur cette partie, quelles sont les armes qui ont été utilisées au stade? Parce que c'est important de le préciser. Le maintien d'ordre, nous savons tous, il y a les gaz lacrymogènes, il y a les matraques, mais ce ne sont pas ces armes qui ont servi à maintenir l'ordre, en tout cas sur l'entendement du CNDD et de son président. L'une des armes utilisées, la plus fréquente d'ailleurs, c'est le pistolet mitrailleur AK-47. Une arme d'assaut très mortelle et très efficace. Ce fusil d'assaut a une cadence de 600 coups minutes. Autrement dit, quand il y a un chargeur de 30 balles, ça te prend juste une dizaine de secondes pour vider ton chargeur. En 10 secondes, tu as la capacité de vider ton chargeur sur une cible. Et Monsieur le Président, ce qui est étonnant, comment des gens entraînés, aguerris au combat, vous savez, même dans les champs de tir, et je reviendrai un peu plus tard sur les préjudices que les victimes ont subis, au champ de tir, en fait, c'est anecdotique. Les champs de tir, il n'y a que le buste. En bas, il y a une tige. Donc, ils ont exécuté exactement ce qu'ils ont appris sur les citoyens. Sauf qu'on leur enseigne que c'est sur l'ennemi qu'on tire, ce n'est pas sur des civils. Monsieur le Président, cette attaque, elle est barbare. Vous conviendrez avec moi. Les types de blessures, j'en parlais tout de suite. Et les rescapés portent sur les parties vitales des cicatrices de blessures. Par balle, par poignard, crosse de fusil, etc. Plusieurs victimes, Monsieur le Président, il a été constaté que c'est à partir de l'abdomen que les tirs sont concentrés. Sur le torse, dans le dos, sur la tête, sur le cou, dans le cou. Donc, c'est de ne donner aucune chance aux victimes. Parce que, Monsieur le Président, ce sont les parties vitales. Si les parties vitales sont atteintes, c'est la mort. Donc, Monsieur le Président, la préméditation ne fait l'objet d'aucun doute. Autrement, d'abord, on aurait utilisé les matraques, ou alors on aurait peut-être, au pire des cas, je dis, tiré sur les pieds. Mais non, c'est sur le torse, sur la tête. Il y a eu des exécutions sommaires, Monsieur le Président, au cours de cet événement. Il y a eu, à l'entrée du stade, comme je l'ai dit, à l'extérieur du stade, ce qui est étonnant. Plusieurs jours après les événements, mais les exactions continuaient en haute banlieue. Les tortures dans les différents camps. Monsieur le Président, voici en résumé les faits. Mais le Premier ministre François Lucien Fall a dit une chose intéressante ici. Il dit que chaque victime a son 28 septembre. Et c'est vrai, chaque victime a son 28 septembre. Ce que moi j'ai relaté ici, cela ne concerne que les personnes qui m'ont parlé, les personnes que j'ai écoutées, que j'ai assistées. Mais celles qui n'ont jamais parlé, il y a des milliers de récits dans cette affaire. Donc chaque cas est singulier, Monsieur le Président. Voilà les faits. Et quelle a été la réaction du gouvernement face à cette situation? Nous savons tous que c'est une tragédie. Mais ce n'était pas une tragédie pour le gouvernement. Vous verrez tout de suite, Monsieur le Président. On n'aura pas ce soir. La première démarche a consisté à justifier les massacres. Chose étonnante.
pour un gouvernement qui se dit pour le peuple. Voilà que des accusations sont portées sur les manifestants. Je l'avais dit. Le président Dadis, dans une interview, prétend que ce sont les armes qui ont été soustraites à la belle vue qui ont servi aux tueries du stade. Monsieur le Président, le commandant Toumba est passé à la barre. Il y a le commissaire spécial de l'époque par intérim qui a indiqué que à la radio et à la télévision, plus tard, et même dans son rapport, il a indiqué que toutes ces armes qui étaient là-bas ont été brûlées et que d'ailleurs, ce sont les infiltrés qui avaient attaqué le commissariat. La deuxième mesure majeure, c'est quoi? Qu'est-ce que le gouvernement a entrepris? C'était d'effacer les preuves, la scène du crime. Puisque toute cette affaire s'était produite dans un enclos, parce qu'il faut le dire, c'est un enclos. La deuxième mesure, c'était de venir effacer toutes les preuves qui reliaient les forces de défense et de sécurité aux victimes. Parce qu'il y avait des chaussures, il y avait des impacts de balles, il y avait toutes sortes d'indices sur les lieux. Ils ont détruit tous les indices. Le ministre des Sports, sans justification, est venu peindre les lieux. Cela participe à la dissimulation des preuves. Ensuite, il y a les vagues de représailles. Et dans les centres hospitaliers, j'y reviendrai aussi, les représailles exercées dans certains quartiers de Conakry, je ne vais pas m'étendre, puisque j'en parlerai plus tard, à Hamdallah Bambeto Koza, chez Sidia Touré, chez les leaders politiques, prise de contrôle des morgues, je reviendrai aussi. Voilà, Monsieur le Président, de façon plus simple, les faits et la réaction du gouvernement. Maintenant, à la survenance de ces faits, la condamnation internationale était unanime. Tout le monde a condamné, de sorte que cette affaire ne pouvait pas se passer sous l'ombre. Voilà qu'une procédure est engagée. La première démarche internationale a consisté à l'ouverture d'un examen préliminaire par le bureau du procureur de la CPI. Je ne vais pas aller dans les détails, c'est important, mais ce n'est pas capital. Le 28 octobre 2009, institution d'une commission internationale pour faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Donc une commission a été créée pour justement venir recueillir les témoignages des personnes, les victimes, les ONG et toutes les personnes participantes afin de tirer une conclusion. Ce rapport, il est disponible. Il a servi d'ailleurs de... c'est un des éléments sur lesquels le procureur général va utiliser pour requérir une information. Le 17 décembre, la commission publie son rapport. Et plusieurs hauts responsables sont épinglés, parmi lesquels se trouve le président Moussa Dadis Camara, le commandant Toumba et plusieurs autres. Le 8 février, après donc la publication de ce rapport, puisque le gouvernement était sous pression, le capitaine Dadis a autorisé l'envoi de cette commission et ensuite l'ouverture d'une procédure. La création de la commission nationale d'enquête. Ça, c'était pour créer la diversion. Je n'en parlerai pas, parce que les conclusions de ce rapport sont à l'image de ceux qui l'ont rédigé. Nous savons pertinemment comment toutes ces personnes ont été choisies. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y avait des magistrats, des avocats. Je vais taire cette partie. Je ne veux pas que le président me rappelle à l'ordre. Sinon, il y a des choses à dire sur ce rapport. Je vais passer. Le 8 février 2010, alors, maintenant, le procureur général de la Cour d'appel prend un réquisitoire introductif pour justement faire la lumière sur ces faits. Monsieur le Président, en mai 2010, donc si on comprend bien, si on fait, on se rappelle, le 8 février 2010, réquisitoire introductif, mai 2010, constitution de partie civile de la FIDH, l'OJDH et de l'AVIPA. Parce qu'entre-temps, l'association des victimes a été créée pour justement représenter ces victimes devant ce procès. Monsieur le Président, vous me permettrez de faire un petit rappel en ce qui concerne le rôle de ces ONG.
Parce que voyez-vous, pendant plus d'une décennie, il a été colporté partout que ce sont ces ONG qui ont empêché l'inculpation du général Sekouba Konaté. C'est abject. Nous avons été touchés par ces déclarations qui ont persisté, qui ont alimenté la polémique. C'est pourquoi je vais en parler dans un petit résumé. Alors, c'est la Constitution. Ces ONG, quel est le rôle que ces ONG ont joué? D'abord, il y a le plaidoyer international. Ensuite, il y a la constitution d'un pool d'avocats guinéens et internationaux pour l'accompagnement judiciaire. Grâce à ces ONG, 450 victimes ont eu droit à l'assistance d'un avocat. Monsieur le Président, c'est quelque chose de concret. Ensuite, plusieurs démarches ont été menées justement pour que ces auditions-là se fassent dans la sérénité. Parce qu'au début, Monsieur le Président, honorable assesseur, ces auditions se faisaient à côté de l'état-major de la gendarmerie. Et les victimes, pour venir se faire auditionner, étaient obligées de se déguiser. Donc, c'était un frein au passage des victimes. Donc, son plaidoyer a permis que, au lieu que ce soit à l'état-major général des armées et de la gendarmerie, que les juges d'instruction trouvent leurs sièges ici. Ça, c'est l'actif aussi des ONG. Monsieur le Président, il y a eu la rédaction de plusieurs demandes d'actes. Pourquoi je reviens sur ça? Parce que c'est important de dire, d'abord, que ce n'est pas au parti civil de poursuivre ou de faire inculper. C'est important. Et que ces ONG n'ont aucun intérêt à ce que le général Sekouba Konaté ne soit pas inculpé, ni d'ailleurs une quelconque autre personne. La preuve en est que dans le dossier, il est versé plus de 5 actes d'appel, demandes d'actes, dans lesquels on sollicite explicitement que le général Sekouba soit inculpé, que tous les responsables du CNDD, y compris les civils, soient inculpés. Tous les ministres, nous l'avons réitéré à plusieurs reprises, ça n'a pas été entendu, ce n'était pas à nous de le faire. Je referme cette parenthèse parce que c'était important que je le dise. Monsieur le Président, il est important aussi de dire que assister ces victimes a été une grande expérience pour moi. Autant de récits pendant l'information. La souffrance de ces victimes. Le seul endroit où elles avaient l'autorité, où elles avaient le droit de s'exprimer, c'était devant ces juges d'instruction. Et moi, j'ai eu de sérieux problèmes. Parce qu'à un moment donné, il y avait un transfert de traumatisme. Quand j'entends à la barre qu'il n'y a pas de victimes, que c'est des victimes fabriquées, que c'est des fausses victimes, ça m'écoeure, Monsieur le Président. Parce que j'ai vécu au quotidien avec ces victimes pendant les 10 dernières années. Je les ai assistées. Moi-même, j'ai eu un transfert de traumatisme. C'est-à-dire que toute la souffrance que j'entendais au cabinet d'instruction, je l'ai intégrée. De sorte qu'il a fallu l'aide d'une psychologue venue de la France pour que je puisse remonter la pente. Je n'en pouvais plus. Tellement que les récits sont glaçants. Qu'on vienne à cette barre pour vous dire il y a des fausses victimes, c'est des victimes inventées. C'est assez difficile. Mais Monsieur le Président, c'est aussi la vie. On n'y peut rien. Alors, dans le cadre de l'information, Monsieur le Président, je vais aller plus vite. Il y a eu l'inculpation de C.C. Raphaël Haba le 14 mai 2010, suivi d'Alpha Amadou Baldé, de Marcel Guilavogui, ainsi de suite, tout le monde, jusqu'au dernier. Je ne vais pas revenir sur ça. Et la politique de l'information en 2017. Malheureusement, 2 inculpés ont bénéficié d'un non-lieu. Il s'agit du capitaine Bienvenu Lama, mais pour le capitaine Bienvenu Lama, Monsieur le Président, il est dans l'antichambre de ce procès, parce qu'il est poursuivi aujourd'hui. C'est une fierté pour nous de le dire. Il est dans l'antichambre de ce procès. Il aurait dû venir ici, mais un autre procès sera organisé pour lui. Parce qu'il est hors de question, Monsieur le Président, que de tels actes soient commis par ce monsieur et qu'il s'en sorte. Lui, il est dans l'antichambre. Mais pour l'autre, il a bénéficié d'un non-lieu. Aujourd'hui, il n'y a pas de charge nouvelle. Et, Monsieur le Président, je voudrais aussi dire un petit mot sur l'information. Pendant toutes ces années, à cette barre, partout dans les réunions, dans les conférences, on parle de l'insuffisance de l'information. C'est vrai.
Ils sont 11 ici. Mais, Monsieur le Président, ceux qui ont commis ces faits, il y a au moins une centaine. C'est pour violer 109 femmes ou plus, 130, 100 et quelques femmes. Il faut des dizaines de personnes. Eux, ce sont les responsables les plus élevés. Mais et les exécutants? Pourquoi ces personnes-là n'ont pas été inculpées? La raison, elle est simple. Premièrement, il y avait un manque de volonté politique. On ne va pas revenir sur ça. Deuxièmement, il y avait le manque de moyens au niveau des juges. Nous savons, quand nous venions accompagner les victimes pour leur audition, parfois il n'y avait même pas de papier, ni d'encre. Il n'y avait pas les moyens. Troisièmement, il y a un manque de coopération avec les services de police, de gendarmerie et de l'armée. Pour convoquer, par exemple, un militaire, il faut passer par le procureur général qui va adresser la convocation au ministère de la Défense et les services qui sont chargés de ça doivent répondre avant que l'intéressé ne comparaisse. Et l'exemple le plus illustratif, c'est le cas de Claude Pivy. Combien de convocations ont été envoyées au colonel Claude Pivy? Plusieurs fois. Et lorsqu'il a daigné comparaître, Monsieur le Président, figurez-vous bien, il est venu avec 3 pick-up remplis de bérets rouges dans l'enceinte de ce tribunal. Parce qu'il était encore chargé de la sécurité présidentielle. Il est venu ici. On était ici. Et quand il est venu, tout le monde s'est écarté. 3 pick-up de bérets rouges. Et la singularité aussi, c'est quoi? Parmi ces bérets rouges, il y avait des gens qui avaient des coris. Et ils ressemblent bien à ceux qui ont perpétré les massacres. Si cette information avait eu la bonne collaboration, ceux qui étaient venus avec Claude Pivy ici auraient dû être arrêtés sur le champ. Parce qu'on aurait pu les poursuivre. Parce que c'est eux qui sont la garde rapprochée de Claude Pivy. Ils sont venus, ils l'ont accompagné. Moi, je loue le courage des juges qui ont travaillé dans ce dossier. Avec peu de moyens, mais avec une détermination. Avec toute la souffrance et les menaces. Donc, Monsieur le Président, je ne justifie pas le fait qu'il y a eu l'insuffisance de l'information, mais je dis quand même qu'on doit être quand même mesuré dans la critique. Parce que les contextes ne sont pas les mêmes. On vous a rappelé depuis 2017, l'instruction est clôturée. Mais à quelle date cette audience a eu lieu? Ce n'est qu'en 2022. En 2022, 5 ans après. Pourquoi? Alors, Monsieur le Président, nous allons venir aux infractions qui ont été commises au stade, selon l'ordonnance de renvoi. Je ne vais pas les citer, je vais juste les citer, je sais que vous connaissez parfaitement les dispositions légales, donc inutile de citer. Il y a le meurtre, l'assassinat, viol et violence sexuelle, attentat à la pudeur, séquestration, torture et complicité, coups et blessures volontaires et complicité, pillage, incendie volontaire, vol à main armée et complicité, non-assistance de personnes en danger. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Alors, Monsieur le Président, honorable assesseur,